Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 22 solo, toujours sur notre petite saga Fire Emblem Path of Radiance, toujours en mode de difficulté difficile. Et Soren, qui ne fait pas partie de la team pourtant, nous montre le dernier rapport en date. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire ce chapitre tranquillement. Je remarque quand même que je prends pas mal de temps pour ces chapitres-là. Euh, En fait, la raison est toute trouvée, c'est que comme on a une bonne équipe, je me lance directement pour la capture. Et donc voilà, c'est toujours les premières fois que je fais les chapitres, donc du coup, je suis moins dans l'automatisme, on va dire. Mais c'est pas grave, on va kiffer pour environ 40 minutes. Donc, on va déjà effectivement acheter quelques haches en acier. Alors là, on commence à avoir un Thor mode qui quand même a un très bon niveau. Donc là, limite, on pourrait presque, si on a le choix, on pourrait presque le mettre de côté et que ça ne soit plus vraiment important, quelque part. Donc évidemment, on va parler aussi de Myst. Donc il y a quand même évidemment l'épée sonique à récupérer, et surtout pour pouvoir manier cette épée sonique, ce dont on parle depuis 15 vidéos au moins, évidemment les désarmés. Voilà. Donc les fameux désarmés, il y en a deux dans le jeu, et j'utilise les deux pour pouvoir utiliser l'épée sonique directement, tout simplement. Donc évidemment on lui laisse le remède quand même, et on peut enchaîner. Alors au niveau de la forge, on va forger évidemment toujours une hachette. Alors je crois que c'est la dernière hachette et en gros les dernières armes de jet qu'on va faire, tout simplement. Alors en fait, je crois bien que Briscran, c'était peut-être, il me semble bien... non, on l'avait nommé comment? Brise... je sais plus comment on l'avait nommé, vous savez, la première hache en fer. Je me demande si elle avait pas le même nom. Déjà, voilà, c'est ça le truc. Donc voilà, là on achète une hache en acier d'avance. Parce que mine de rien, on en consomme beaucoup. Et là, ça paraît bon. Voilà, donc je réinspecte un petit peu, évidemment, pour voir si j'ai tout bien fait. Voilà. Alors les soutiens, on vient de finir, voilà, le soutien avec Martia et Kiran. Donc c'est terminé pour Kiran, il a fait tous ses soutiens. Et là, on commence un petit peu Myst et Jill. Alors, évidemment que ça aurait pu être mieux que ça, parce qu'évidemment que on a pris ça très tard. Donc voilà. Bon, cela dit, il y a même des gens qui n'ont pas de soutien. Boyd notamment, il a fait tout le jeu avec 0 soutien. Il en est pas mort. Sachant aussi que de toute façon, Jill et Myst, c'est surtout un soutien défensif, parce que ça rajoute finalement que 1 point de dégâts au final, si on arrive au niveau A. Donc bon, c'est bien, mais voilà, c'est quand même pas... Quand c'est des utilitaires, généralement, ça peut parfois un peu se subdiviser du groupement, donc voilà. Bon, par ailleurs, sinon, on a mis un niveau, ou 2 niveaux même à Boyd, et un niveau à Monsieur Kiran, puisque oui, maintenant, effectivement, on va pouvoir kiffer, puisque
on peut repartir un petit peu avec cette idée que maintenant qu'on n'a plus à garder 20 niveaux pour Myst, on peut distiller un petit peu l'expérience, le bonus expérience. Voilà, donc là je fais un petit peu de ménage. Voilà, vous voyez, ça nous fait un peu d'argent. Vous voyez, on peut revendre les cures qu'on a par milliers, tout comme les potions, c'est encore pire. Donc voilà, c'est pas beaucoup, mais au bout d'un moment, je peux vous dire que à la fin du jeu, on aura gagné une très très grosse somme, je peux vous dire quand même. On dirait pas comme ça, mais en revendant bien tout, toutes les potions, on en a combien déjà qu'on en a vendu déjà? Alors même si c'est que 150, ça fait pas mal. Alors c'est pas comme si on avait besoin d'argent spécifiquement, mais quand même, vous voyez, c'est... Et donc on est parti maintenant. Alors c'est le chapitre un petit peu particulier où effectivement, si vous êtes en LTC, c'est terminé en un tour. Voilà. On prend Tormod, Fulguration, I-double, fin du game, il me semble bien. Donc, non mais voilà, c'est impressionnant quand même. Oui, victoire, battre le boss. Donc vu qu'on peut être à bonne distance, on bat le boss et voilà, c'est terminé. Donc évidemment, alors, vous voyez comme quoi quand même, la simplicité, comment dirais-je, la fluidité d'un LTC, parfois c'est beaucoup plus simple, évidemment. On rappelle pas que par exemple, le coup là de Toroneo et de Jill que j'avais fait en LTC avec Radiant Dawn, bon bah, c'est quand même moins casse-couille que de se faire toute la map, d'essayer d'arriver à temps pour protéger les cavaliers, les fameux cavaliers de Marado. Donc voilà, c'est évident que voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est pour ça que moi, franchement, tous ceux qui pensent que le LTC c'est plus dur, c'est plus complexe, non. La plupart du temps, c'est quand même en fait beaucoup plus simple en fait à mettre en pratique. On va à l'essentiel, vous voyez, c'est vraiment... pour moi, voilà. Moi, franchement, je me prends beaucoup plus la tête à récupérer tous les objets que avec le LTC, je vous le dis, très clairement. Parce que c'est un peu obsédant, faut faire attention, faut pas les tuer, donc faut... voilà, machin. Donc vous voyez, c'est quand même plus complexe, personnellement, je trouve. Ah ouais, là, il suffit de prendre Fulguration, double shoot, fin du game, donc non. C'est quand même un sacré délire. Voilà, donc là, le plan de jeu, quel est-il, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui? Donc, on a besoin de gens qui soient au sol pour pouvoir bousculer, pour ces deux accès aux salles de coffre. Donc, Boyd et Ike. Monsieur, finalement, Tormod utilise le sommeil sur le mec qui est là, voilà. Alors, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'économiser une éventuelle charge de fulguration. C'est beaucoup plus simple. Alors je sais pas, j'ai pas essayé si effectivement, comment dirais-je, on peut arriver à bousculer à temps les mecs, mais ça paraît très compliqué parce qu'il y a déjà des mecs derrière. Donc il faut arriver, il faut les tuer déjà. Ensuite il faut bousculer les deux soldats, ensuite il faut bousculer Tom Nami qui est le boss un petit peu gentil. Ça me paraît quand même très compliqué, franchement. C'est peut-être possible, mais en tout cas c'est beaucoup plus simple d'utiliser le bâton de sommeil, et voilà, comme ça, voilà, c'est beaucoup plus simple, vraiment. Donc, et puis de toute façon, 90% des joueurs vont quand même se laisser toucher une fois par une fulguration au minimum. Donc même si vous arrivez à prendre finalement le truc au deuxième tour, ça sera pas, vous voyez, ça sera pas idéal puisqu'il y aura quand même une charge qui a été gaspillée, quoi. Et on sait que c'est quand même précieux, parce qu'il n'y en a quand même que 5, donc voilà. Donc voilà, sommeil, et après, c'est pour 5 tours, c'est bon, donc c'est vraiment gratuit. Donc c'est pour ça que c'est utile, notamment. Si vous avez des problèmes aussi avec le silence des deux mecs, finalement, qui sont dans les angles, vous savez, et que vous ne pouvez pas tuer, parce que ce sont des évêques, sinon vous perdez le bâton de la déesse que vous gagnez si vous les épargnez tous. Ceux-là, s'ils vous emmerdent aussi, parce que nous, je pense qu'on a trop de résistance en fait pour ces gens-là. Mais si eux vous emmerdent, vous pouvez aussi leur faire sommeil ou même peut-être silence, parce que c'est de la magie aussi. Donc ça peut se faire aussi, très clairement.
Donc voilà, en fait l'idée c'est quand même de faire un peu le ménage de certains mecs en faisant du hit and run et en revenant quand même sur la partie centrale assez vite, hein, notamment pour les cavaliers. Pour le reste, Ike va s'occuper quasiment de tout ce qui va arriver dans la salle de droite, et Boyd tout ce qui va arriver dans la salle de gauche, y compris les coffres. Hein. Sachant qu'il y aura toujours un voleur qui permettra, si vous voulez, d'ouvrir déjà un coffre, et les deux autres, il y a une clé coffre de disponible. Donc pour les coffres, déjà, c'est plié. Hein, voilà. Et alors, Eratum, de ma part, effectivement, j'avais dit dans une précédente vidéo qu'il me semblait, hein, j'étais pas totalement sûr quand même, hein, mais qu'il me semblait qu'il n'y avait pas de bâton de sommeil dans ce jeu. Vous venez de voir que c'est faux, effectivement, puisque dans ce coffre, hein, voilà, il y a un bâton de sommeil, et donc voilà, hein, c'est quand même disponible. Bon, ça n'empêche pas que, au lieu d'avoir que 3 charges, vous pouvez avoir jusqu'à 12 charges, vous voyez, hein, quelque part. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même sympa. Voilà, donc on essaye toujours évidemment de faire rejouer quand même quelqu'un. Pour utiliser Monsieur Rayson. Alors on va faire un petit peu le point sur les maniements si vous voulez bien. Parce que j'ai pris un petit peu ça en compte dans la précédente map, hein, évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a la validation, je vous cache pas que je fais exactement la même chose. D'ailleurs, cette fois-ci, je pense qu'on verra le résumé des tours, hein, voilà, pour rassurer un peu les gens, et pas que les gens pensent que je fais du boss leveling sur les maps. On montrera le nombre de tours qu'on a fait à la fin quand même, hein, ouais, pour vous rassurer quand même. Mais en tout cas, sachez que à la validation, je fais un chouïa plus attention quand même à qui j'utilise. Vous voyez, par exemple, à la capture, parfois... je vais utiliser instinctivement Jill alors qu'elle est déjà au niveau A, alors que je pourrais utiliser Makalov. À la validation, je prends un peu plus le temps de bien voir toutes mes options. Voilà. Bon, normalement, maintenant, là, je fais assez gaffe même à la capture, hein, mais voilà, pour vous dire. Donc, au niveau du point, on en est où? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont au niveau A. Astrid est niveau A. Astrid, elle est niveau A déjà. Jill, elle est niveau A. On l'avait déjà vu, hein, je crois, de toute façon, dans la dernière map. On a, bizarrement, Monsieur Oscar, qui n'est pas niveau A encore. Il est niveau B, très avancé. Alors, à mon avis, l'explication est toute trouvée. C'est-à-dire que j'ai dû favoriser d'autres gens, craignant qu'ils n'arrivent pas à temps au niveau A. Et du coup, Oscar a pris un petit peu de retard, hein, du coup. On a aussi Monsieur Makalov, qui est niveau B encore. Voilà. Mais en tout cas, je peux déjà vous le dire, on sera largement bon pour la map suivante, même si on aura notre première hache en argent de forger. Je suis sûr qu'au chapitre prochain, au cours du chapitre prochain, on sera tous niveau A. Je suis quasiment sûr de ça. Voilà. Donc vous voyez que c'est possible. Hein. Vous voyez que c'est possible. Tous les autres étaient niveau A déjà, hein, Kiran, Boyd, voilà. Donc... voilà, ça valide qu'il n'y a pas besoin de désarmer pour Jill, Makalov et Astrid. Alors évidemment, on rappelle pourquoi c'est possible. Parce qu'en fait, très souvent, ce que vous faites vous, et je me mets dans le lot hein, quand j'ai fait le jeu pour la première fois, c'est qu'on joue minimaliste, c'est-à-dire qu'on a tendance à utiliser une sorte de hache en fer tout le temps, parce qu'elle est plus précise notamment, et que c'est souvent suffisant pour doubler les gens. Sauf que, en faisant ça, malheureusement, vous perdez un petit peu de WEX, hein, de Weapon Experience. Voilà, vous connaissez les bails. Donc, ce faisant, voilà, vous arrivez très lentement au niveau A, quoi. Hein, voilà. Là, moi, j'ai tout de suite su que c'était... je connaissais le bail hein, du truc dans Path of Radiance, notamment, hein, parce que c'est très lent. Donc,
En gros, ce qui s'est passé, c'est que directement j'ai dit on n'utilise plus que de l'acier. Voilà. C'est indispensable et tout le monde utilise de l'acier à partir de maintenant. Voilà. Dès la fin de la forêt de Sérénès, où tout le monde était T2, voilà. Enfin, en tout cas, même dès que les gens étaient T2, donc même, je crois, Oscar, j'ai très vite utilisé que, finalement, de l'acier. Voilà, pour cette raison. Donc en fait, même pas, bon, forêt de Sérénès c'était un peu symbolique parce que tout le monde était en T2, mais dès qu'on l'avait, vous savez, le chapitre 11, machin, on avait déjà un Oscar T2, il me semble bien que j'ai toujours utilisé plutôt de l'acier. Voilà. Donc bref, effectivement, puis de toute façon, Oscar c'est moins grave parce qu'il a plus de temps, quelque part, donc c'est pas, voilà, c'est pas encore une obligation à ce moment-là, mais dès la forêt de Sérénès, il faut que tout le monde utilise de l'acier. Donc voilà, le résumé c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en gros on a encore 2 personnes, je crois bien, Oscar et Makalov, qui sont encore niveau B, et voilà, ils sont presque niveau A. Donc on rappelle que pourquoi on cherche le niveau A et non pas le niveau S, parce qu'il n'y a pas d'arme ultime de type H, voilà. Et le seul niveau qui nous intéresse, c'est de pouvoir porter en fait des armes forgées, donc des haches d'argent, qui est le niveau suprême un petit peu, voilà. Et donc pour pouvoir porter une hache d'argent, il faut être de niveau A, tout simplement. Voilà. Voilà, alors par ailleurs, il y a des objets à voler sur cette map, peut-être pas aussi intéressants que quand même d'autres maps. Mais il y a notamment la hache létale sur le boss. Alors naturellement le mec, on serait tenté, si vous voulez, de l'attaquer direct pour que l'arc létal tombe. Mais il y a une stratégie très intéressante qui consiste à le faire attaquer sur une case à 2 cases, quoi, avec l'arc. Donc il utilise l'arc en rouge, donc il va tomber, on est d'accord. Il l'utilise, alors ça esquive ou pas, attention parce que quand même c'est un arc létal, et le mec est balèze. Donc ça esquive ou pas, voilà, ça dépend de votre esquive. Et après, donc du coup, la hache létale qui, elle, ne tombe pas, eh bien, peut être volée. Donc vous volez la hache létale qui ne tombe pas, et ensuite vous le tuez, et l'arc létal tombe. Vous voyez, donc vous avez les 2 objets. Donc c'est quand même intéressant. Donc vous voyez, là j'étais un petit peu, comment dirais-je, j'aurais pas pu accéder à ce mec différemment, donc j'ai utilisé une fulguration. Vous voyez, c'est quand même assez unique. Ça, par exemple, Myst n'aurait pas pu le faire. Même à 2 cases, tout ce que vous voulez, non. C'est... voilà. Parce que le mec était au milieu de gens que ça nous gênait. Et comme je voulais utiliser le voleur juste derrière, je pouvais pas, vous voyez, rabattre le voleur pour qu'il ne nous gêne plus. Vous voyez, on était un petit peu gêné, quoi. Donc, obligatoirement, il faut pouvoir striker de longue distance. Donc c'est aussi l'intérêt de ce petit hors mode. C'est pour ça que quand on me dit que des bêtises comme quoi Monsieur Tormod ou les mages en général sont très faibles, bon, jouez au jeu les gens. Bon, je veux bien croire que c'est peut-être pas le plus facile à entraîner, encore que, vous voyez que nous, comme ça arrive en 2e partie de jeu, rien à foutre, vous voyez, quelque part. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est une galère si vous prenez Soren du départ et que vous essayez de le monter. Mais moi je lui donne total bonus expérience quand il arrive, voilà, au bon moment. C'est pas non plus, voilà. Donc non, moi il n'y a aucun problème, je vois pas où est le problème. Quand on me dit que c'est faible, je rigole doucement, évidemment. Faut savoir s'en servir, voilà. Moi je suis pas très adepte effectivement de les utiliser en début de jeu parce que c'est une purge. Et que, en plus, en début de jeu, on est assez pressé. Vous voyez, il y a des maps un peu... je pense notamment au chapitre 7, il me semble bien, ou 6, peut-être, je me rappelle plus trop. Vous savez, c'est la map où on doit fuir. Bon, bah là, voilà, on doit fuir. Le mec, il a 5 de mouvement, il est très faible. On peut pas l'exposer. Donc, non seulement il peut pas être en avance et le faire avancer vite, mais en plus, il faut qu'il reste derrière parce qu'il est trop fragile, vous voyez. Donc, manque de mouvement, faiblesse, vous voyez, enfin bon... c'est un petit peu galère. Pour le chapitre, effectivement, de défense, là où on est très peu, là, vous savez, après l'ombre du mal.
pareil, chapitre 8, hein, je crois bien. On peut pas non plus énormément l'exposer. Et même, il gêne Boyd, parce que si Boyd veut partir un petit peu dans des clous pour aller achever d'autres unités, il est obligé de se dévoiler. Et en se dévoilant, il s'écarte de la case, vous savez, où les gens ne peuvent pas passer. Vous voyez. Donc du coup, Soren est exposé. Donc finalement, ça contraint Boyd à le protéger toujours à une case devant lui, vous voyez. Bon, vous voyez, c'est... Bon, Soren, voilà. Mais à partir du moment où vous arrivez en seconde partie de jeu, vous pouvez le blinder de bonus expérience comme un gros bâtard, bah c'est moins grave, quoi. Hein. Et c'est quand même utile, hein. Il y a quand même des utilités. Hein. Tome longue distance, soin, même attaque magique, même tout simplement, vous voyez, enfin, c'est quand même utile. Donc voilà, donc, ça permet de faire des belles choses. Bon là c'était un petit peu l'embouteillage, hein, donc du coup j'ai fait comme j'ai pu et j'ai utilisé évidemment les deux qui ont besoin de s'entraîner, c'est-à-dire Oscar et Monsieur Makaloff. Très important ces deux-là. Donc vous voyez, même dans Path of Radiance, c'est totalement possible hein, de maxer quelque chose qui est arrivé en cours de jeu, hein, au niveau T2. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais pour ça, il faut bien connaître le jeu, hein, tout simplement. Et ceux qui connaissent le jeu savent que les mages ne sont pas forcément nuls. Hein. Contrairement à l'idée reçue, les bêtises qu'on entend à longueur. Vous voyez, c'est des poncifs, c'est comme... quelqu'un qui vous dit Iliana c'est la meilleure utilisatrice du Mjolnir, oui, des poncifs, des bêtises. Et en fait moi ce qui m'énerve, vous voyez là-dedans c'est pas le fait de dire ça en fait, c'est des espèces de, vous voyez, de choses qu'on dit à la con, qu'ils ont pas testé, vous voyez, ils connaissent pas le jeu les gens qui disent ça. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que ils reproduisent, vous savez c'est comme cette espèce de stéréotypes qu'on propage dans la société et qui sont faux, vous voyez. Et ben c'est pareil là, c'est des conneries, les gens ne connaissent pas vraiment le jeu, ils disent des conneries et voilà. Hein. Non, le meilleur utilisateur de Mjolnir, c'est objectivement Monsieur Tormod, voilà, indubitablement. Donc, et ouais, c'est bien sûr, parce que on dit bien de l'utilisation du Mjolnir, hein, il faut être précis. L'utilisation du Mjolnir, je peux vous assurer que le meilleur utilisateur du Mjolnir, c'est Tormod. Il a plus de vitesse, il perdra moins de... Voilà, donc hypothétiquement, il sera meilleur avec, hein, de toute façon. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Puis après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on résume Iliana, par exemple, au Mjolnir. Vous voyez, moi ça me va pas aussi, parce que c'est d'une bêtise crasse, en fait. Hein. Iliana, bon, ça reste quand même, on va dire... un mage de base, de toute façon, il ne faut pas non plus la sous-qualifier, on peut la comparer par rapport aux autres peut-être, hein, mais vous voyez, c'est pas que Mjolnir, Iliana quand même, hein, voilà, ça reste un mage, voilà, qui a ses qualités, ses faiblesses, hein, mais voilà. On peut dire par exemple, accessoirement, elle va être moins focus que Monsieur Soren, parce qu'elle a une technique qui lui permet. C'est pas dégueulasse, hein, parce que c'est vrai qu'on sait que un mage, c'est quand même... voilà, hein, ça peut être focus un peu plus, hein, donc voilà. Mais voilà, il ne faut pas résumer Iliana que à ça, hein, évidemment. Voilà, évidemment, il y a du bonus expérience alloué finalement au fait de laisser en vie tous les prêtres. Donc, il faut essayer de les bousculer efficacement. Dans le plus grand des calmes. Et des fois ça pose un petit peu des petits problèmes, parce que là, par exemple, là pour le coup je peux pas faire fulguration parce qu'il a encore son objet, et donc du coup je dois utiliser Rayson avant pour le dégager, et voilà, hein, et utiliser le voleur ensuite. Donc évidemment au niveau des objets, donc j'ai parlé un petit peu de la hache létale, vous avez deux bâtons de soins qui sont un petit peu pas si évidents que ça à repérer. Dans les deux salles du coffre, vous avez donc effectivement deux prêtres qui, un chacun, donc une dans chaque salle en fait, a un bâton de soin, hein, tout simplement à voler. Donc, et ça a bien failli
me porter quand même malchance cette histoire parce que j'ai failli ne pas l'avoir. Hein. Ça s'est joué vraiment serré à la fin. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à utiliser Tormod, hein, qui peut bousculer les prêtres, notamment. Alors en termes de soins, quand j'ai le choix entre les deux, c'est Mist maintenant qui est prioritaire. Lui, il peut s'en prendre un petit aussi s'il y a une deuxième possibilité, mais sinon, voilà, hein, j'essaye quand même de plus lui faire utiliser la foudre maintenant. Ça peut être pas mal. Bon, cela dit, sans désarmer et sans forcer, parce que j'ai pas trop forcé avec Tormod hein, quand même, vous l'aurez constaté. Sans forcer, ça risque de quand même être un peu chaud d'atteindre le niveau S. Hein, je vous le dis là, je vais pas vous le cacher. Donc c'est pas un objectif en soi. De toute façon, vu qu'on a cramé les deux désarmés pour Mist, et que, bon, le Mjolnir, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà, hein, je vous dis, on va pas forcément le faire, hein, donc voilà. Sinon, il y a quand même autour du boss, hein, je crois qu'il y a deux mecs sur ses côtés à lui. Et là, il y a un bâton de cure et un bâton de remède. Hein, pour en finir avec les objets, c'est à peu près ça. Voilà. Alors, vous avez aussi un mec qui a un bâton de cure, vous savez, proche de Tom Nami. Hein. Tom Nami qui est le boss gentil de ce chapitre, qu'on ne doit pas tuer évidemment. Hein. Et à côté de lui, à gauche, je crois bien qu'il y a un mec qui a un bâton de cure aussi. Hein, voilà. Donc là, on peut voler tous les objets de la map, ça pose aucun souci, parce que c'est assez... on a du temps, et il n'y a pas trop d'objets non plus. Hein, donc, ceci expliquant cela. Après, quand vous avez fait des chapitres 18, des chapitres 21, 22, je peux vous assurer que ça c'est rien à côté. Hein, voilà, c'est vraiment... Là maintenant, limite, je me faisais la réflexion, après ce chapitre-là, il n'y a plus de bonus expérience spécial. Hein, c'est vraiment le dernier chapitre. Donc on va aller un petit peu vers la facilité. Il y aura encore un petit pic de difficulté avec le pont, qui est mine de rien pas si facile à faire que ça, hein, avec les balistes notamment. Et après, l'histoire du pont, c'est réglé en une seconde. Hein. C'est réglé en une histoire de type... Il faut la garde totale à Rayson. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent, hein, voilà. Du coup, des balistes, c'est ça. Si vous n'avez pas ça, ça peut devenir très dangereux le pont. Hein. Parce que le pont, évidemment, on rappelle qu'un coup de baliste mal placé, le Rayson, il se fait one shot. Hein, donc attention quand même. Hein. Et le problème, c'est qu'en plus, il n'y a pas de... Comment dirais-je ? Il n'y a pas d'esquive possible là pour le coup. Hein. Ça touche forcément. C'est ça la particularité d'une des balistes sur le pont notamment, hein, le fameux chapitre du pont. Voilà, hein, donc quand même, attention. Hein, donc déjà garde totale, ne pas trop l'exposer non plus, même si on essaye d'avancer quand même au plus vite, hein, mais voilà. C'est quand même intéressant. Voilà. Voilà, donc on se met dans les angles, hein. Le boss ne va pas vous attaquer, c'est gratuit. À partir de là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Le truc le plus dur, je dirais, c'est quand même le centre, hein, vous voyez, avec Tom Nami, machin et tout. C'est assez relou, ça. Mais une fois que vous êtes là, c'est bon, hein, c'est gagné, normalement. Alors, j'avais déjà dû le dire dans la saga Fire Emblem, hein, mais j'adore le concept, vous voyez. C'est vraiment une map... Voilà, vous avez une fonction qui s'appelle bousculer, et tout à coup, ça fait un chapitre. Vous voyez, c'est beau, vous voyez, une sorte de beauté dans ce chapitre qui, moi, me plaît bien. Hein. C'est assez intéressant. Ah non, mais Path of Radiance, hein, c'est un bon jeu, hein, quand même. Je trouve que, vous voyez, c'est un jeu vachement intelligent, vous voyez, ici... Redundant, c'est la même chose, hein, d'ailleurs, mais... c'est pour vous dire, je trouve que quand même...
Il y a une intelligence de gameplay comme dans ce jeu. Tout est... Même au cours du jeu, il y a des choses qui se passent différemment. Vous voyez, c'est vraiment... Non, non, mais c'est un bon Fire Emblem, hein, quand même. Moi, à une époque, je mettais Radiant Dawn devant. Hein, c'était mon Fire Emblem préféré. Et plus le temps passe, je vous le dis, plus je me rends compte que Path of Radiance a quand même touché un truc. Vous voyez, à son époque. Je crois que... Ouais. Vous voyez, là, vous voyez, ça commence, en fait, Path of Radiance commence à remonter au niveau du Radiant Dawn. Et je sais pas si il le dépasse même pas un petit peu maintenant, dans mon esprit. C'est pour vous dire. Parce que j'apprends à l'aimer à chaque fois plus et... Voilà. Parce que je me rends compte qu'en fait, il y a un truc qui me plaît pas dans Radiant Dawn. Et j'avais jamais mis vraiment le doigt dessus. Enfin, je le savais, hein, j'ai fait le jeu 1000 fois, donc voilà, mais... Dans Radiant Dawn, quand même, vous êtes sclérosé. Hein, voilà. Donc ceux qui comprennent le terme, comprennent là où je veux en venir. C'est que dans Radiant Dawn, vous avez... Chaque chapitre, vous avez... Alors, ça peut avoir son charme, hein, mais... Du coup, vous n'avez pas toute votre team, vous voyez, tout au long du jeu. Et finalement, je me dis... C'est un bien comme un mal, vous voyez, c'est un petit peu... ça peut avoir son charme, parce que du coup, ça vous pousse à vous réinventer tout le temps, mais au final, quand même, on perd un petit peu de l'essence Fire Emblem, quand même un petit peu. Hein. Ce qui fait que, par exemple, c'est là où je suis dérangé, c'est que, par exemple, un Thor mode, dans Radiant Dawn, il est niqué pour l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire, comme il est jamais là, vous voyez cette histoire qu'il y a finalement chaque personnage a une disponibilité totalement différente. Hein. Et en plus, il y a des groupes différents, la partie 1, 2, 3, etc. Vous voyez, et autant ça permet de scénariser de belles choses. Au niveau du scénario, je pense que Radiant Dawn est plus puissant que Path of Radiance. Mais d'un autre côté, on perd cette liberté associé à ce bonus expérience, hein, qui est devenu un petit peu du 3 stats. Hein. Alors il y a toujours des manières indirectes hein, de pouvoir gratter un peu. Vous mettez jusqu'à 99 dans Radiant Dawn, hein, c'est possible aussi, comme ça vous prenez le niveau dès que vous tapez le premier mec. Hein, ou même qu'un mec vous loupe, vous voyez par exemple, hein, ou que vous loupez un mec, ça fait 1 PX, hop, vous prenez un niveau. Donc vous voyez, c'est ça, mais... Vous voyez, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a des petits trucs, vous voyez, dans Path of Radiance, qui me plaisaient beaucoup, hein, vous voyez. Le coup de choisir ses armes avec les cavaliers, c'est rien, c'est une petite connerie, hein, on pourrait dire, c'est un petit détail, mais ça marque, vous voyez, ça marque le truc, je suis désolé, c'est... le fait qu'on puisse récupérer tout le monde et en mettant vraiment masse bonus expérience, et que ça soit pas... Parce que quand vous mettez 99, ça vous pousse quand même à le faire step by step dans Radiant Dawn. Parce que si, vous n'allez pas mettre plus, parce qu'après vous avez 3 stats. Vous voyez, donc vous pouvez que faire un niveau par niveau, en fait, dès que vous avez un convoi. C'était peut-être d'ailleurs la volonté des développeurs, hein, quelque part. Mais du coup, impossible de rattraper quelqu'un en vitesse qui a un niveau de merde, vous voyez, par exemple. Donc ça se débat, vous voyez, il y a tout un débat. Moi j'aime les deux, de toute façon, j'aime les deux. Je suis juste en train de dire que dans mon esprit, Path of Radiance est en train un peu de heurter le plafond et entre les deux, vous voyez, mon cœur balance, vous voyez, mon cœur balance. Voilà, donc là je vous montre hein, que je vole la hache létale. C'est l'objet le plus important de cette map, hein, quelque part. Donc autant en profiter, surtout que c'est très rare d'en avoir. Donc, et surtout que nous, on en a l'utilité, hein, on manipule les haches avec pas mal de gens, hein, donc c'est loin d'être inutile, hein, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que, effectivement, voilà, Path of Radiance dans mon esprit, il y a un peu de génie quelque part qui me fait dire que c'est le Fire Emblem parfait. Vous voyez, je crois que si je devais maintenant conseiller quelqu'un à faire un premier Fire Emblem, je pense que je dirais Path of Radiance. C'est vraiment
c'est vraiment... Ouais, je crois que c'est devenu mon Fire Emblem préféré, je vous le concède. Alors évidemment, comme Radiant Dawn est dans la même saga, vous voyez, c'est le même univers, c'est à 2 cm. Vous voyez, c'est à 2 cm, voilà. Mais, voilà, ils sont très très proches, les deux, hein, vraiment, voilà. Mon cœur balance, quoi. Alors là, attention, parce qu'avec justement Monsieur Sauce, j'ai eu presque un petit cafouillage, parce que ça allait pas faire assez de cases jusqu'au tour 12, vous voyez. Donc ça, gros problème. Et voilà, à une case près, j'étais niqué pour récupérer le bâton de soin du fameux mec, hein, que je voulais voler. Alors vous vous dites, bah attends, mais ces mecs-là, maintenant ils sont pas plus haut niveau que Sauce, qui lui est toujours niveau 1. Eh bien non. Hein. Ces prêtres, ils sont ultra faibles, hein, je crois qu'ils doivent être niveau 1 de leur T1, voilà, vraiment. Ils ont 3-4 de vitesse maxi, hein, voilà. Donc évidemment que, comme c'est un objet qui n'a pas de poids, hein, le bâton de soin, Sauce peut les voler. Hein, comme ça laisse Monsieur Volk tranquille à faire ce qu'il a à faire tout en haut, hein, voilà, tout simplement. Mais je pense qu'à la validation, je ferais ça différemment, parce que j'ai attendu 10 ans que Ike tue le mec qui était sur le côté, là, à côté du prêtre, hein, à droite, la salle des coffres à droite. Et j'ai perdu trop de temps avec Sauce en faisant rien finalement. Alors que de l'autre côté, il y avait personne en fait. Donc c'est un peu con. Bon, ça c'est des petits détails, c'est pas très grave. Surtout si on arrive à voler, au final, l'objet que je voulais voler. Sinon là, pour le coup, je pense que j'aurais refait la map, hein, là, pour le coup. Parce qu'effectivement, ouais. Ça aurait été un fail hein, quand même. Voilà. C'est quand même important de le faire, surtout qu'il y a le temps. Vous voyez, c'est pas une question que là, il n'y aurait eu aucune excuse. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment le temps de le faire. Quoi, hein, c'est pas... On peut voler tous les objets très facilement sur cette map, hein, donc c'est pas une histoire que Volk n'a pas le temps de faire autre chose, voyez, hein, donc voilà. Donc là j'ai essayé d'utiliser... Heureusement que j'ai pas pris cette décision là, parce que sinon j'aurais pas pu terminer. Il fallait vraiment quelqu'un qui puisse bousculer Monsieur Sauce, et il n'y avait qu'une seule personne répondant à ce descriptif, c'est Monsieur Tormod, qui par chance... à 8 mouvements, heureusement, sinon il aurait pas pu... Si ça avait été Soren, c'était terminé. Hein. Voilà, vous voyez comme quoi... Alors vous me direz aussi que j'avais qu'à mieux gérer, j'aurais pu mieux gérer, donc du coup Soren n'aurait pas été utile, hein. Voilà, ok, mais... C'est pour vous dire que, là j'essaye de récupérer quelque chose, je peux le faire uniquement parce que c'est Tormod, hein. Sinon c'était chaud. Donc voilà, là je vais devoir rebooter, je m'adapte un petit peu, hein, donc c'est un peu le bordel, là, je suis en train de chercher, là voilà... comment je peux faire, et ça va être bon au final, hein. Ça va être très très juste, mais ça sera bon. Voilà, je le reboot. Et encore une fois, heureusement que le héron était transformé, parce que sans le héron transformé et sans un Tormod avec 8 de mouvement, j'aurais jamais pu le faire. Voilà, donc on a ouvert tous les coffres. Maintenant on va s'occuper des renforts sur la droite. Voilà, de toute façon Volk a fini son travail là, hein, maintenant. Il a volé le boss, c'est bon. Voilà, donc j'essaye de soigner, je peux pas. Et on est reparti. Voilà, donc ça c'est du gâteau évidemment. Donc vous voyez la hache en acier qui ne manque pas trop, ça arrive, notamment contre les épéistes. Souvent on peut avoir des fails. Mais ça reste correct, vous voyez, hein, c'est pas... vu le niveau de dominance, voilà, c'est pas si grave que ça, je trouve. Et ça reste un Fire Emblem où les haches
ont quand même une précision suffisante. Hein, voilà. Donc voilà, ça passe bien. Donc voilà, là je compte. Donc à partir de cette case-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, vous allez voir si j'arrive à... Voilà, je me mets bien. Voilà, là c'est bon puisque j'ai encore une case pour le pousser. Mais voilà, là j'arrive devant le coffre en fait, hein, pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc là il s'approche. On n'est pas encore sur le coup, hein, vous voyez. Mais comme au prochain tour je serai à une case de lui, je pourrai le pousser. Et il pourra atteindre 8 cases avec son mouvement, plus la bousculade, tout simplement. Donc ça tombe bien. Ah, qui va tuer le dernier? Donc là évidemment que je réserve toute l'histoire à Oscar et Makalov, hein, évidemment. Là l'expérience c'est plus trop important, pour l'instant en tout cas. Parce que l'expérience, ils sont tous à peu près de même niveau maintenant, hein, j'ai un peu moyennisé tout ça. Donc voilà. Et puis après, comme j'ai dit dans la description de la dernière vidéo, à partir du moment où ça sera plus qu'une question d'expérience pour le bonus expérience, seront prioritaires ceux qui ont le moins de stats maxés en premier. Voilà. Et ensuite, s'il y a le même nombre de stats maxés ou pas du tout de stats maxés d'ailleurs, après c'est le niveau. Hein. Par exemple, je sais pas, il n'y a aucune stat maxée entre Kiran et Boyd. Mais Boyd est de niveau 7 et Kiran de niveau 6. Je mets un niveau à Kiran. Vous voyez par exemple, ça peut être. Moi je le fais comme ça, à peu près. Ouais. Parce que plus vous avez une team équilibrée, mieux c'est en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, Boyd hein, qui commençait un peu à ne pas doubler les épéistes, notamment avec 23 de vitesse. Vous voyez, alors ça je l'avais jamais eu. Hein. Comme quoi, j'ai dû un peu screw en vitesse parce que c'est la première fois que mon Boyd ne double pas après qu'il ait passé son T2, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est étonnant quand même, mais ça peut arriver, hein, voilà. Et c'est quand même... ouais. Donc c'est pour ça là, c'est pour ça que je lui ai donné les deux niveaux là, parce que sinon c'était un peu chaud. Voilà, donc la priorité évidemment à Monsieur Makalov. Eux, il faut surtout pas les tuer, voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez éventuellement les endormir ou les faire taire avec des bâtons, mais c'est optionnel. Là, ils l'ont pas fait, je pense, parce que ils n'avaient pas l'occasion de le faire, sans doute à cause ou grâce à notre résistance. Alors, vous voyez, là, très utile, la rose, effectivement, fatale, puisque on est très précis, voilà. Et évidemment, le deuxième prioritaire, qui est Monsieur Oscar. Pour l'instant, j'étais encore sur les maniements, donc voilà, c'est plutôt sympatoche. Là, tout à l'heure, donc on a parlé du bonus expérience, et après il y aura ce qui sera sur la map en fait, hein, tout simplement. Et sur la map, une fois qu'on aura passé les maniements, là on sera plutôt du côté de qui en a le plus besoin. Voilà. Ah, sachant aussi qu'il y a, quand je les envoie dans une direction, je ne vais pas faire revenir quelqu'un, vous voyez. Hein, donc, et on gagne le bâton divin. Donc évidemment, on a joué le tour en 12 tours, donc compteur de tours qui nous donne 300 bonus expérience. Et on a fait survivre tous les prêtres, donc on a 420 de bonus expérience. Voilà, parfait. Et donc voilà pour ce chapitre 22. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Path of Radiance. Et moi, je vous dis à plus.